16 000 postes d'enseignants sont supprimés en 2011. Et ce sera la même chose l'année prochaine. Si vous avez des enfants à l'école, ces chiffres sont inquiétants. Les classes vont-elles être surchargées? Les professeurs pourront-ils encore faire cours? Si vos enfants ont déjà des difficultés, comment pourront-ils s'en sortir? Et s'il y a déjà de la violence ou de la drogue dans leur établissement, la situation va-t-elle encore empirer? Si vous êtes angoissé pour vos enfants, vous avez raison. Car ce qui se passe dans les écoles est d'une extrême gravité. Les conséquences pour votre avenir personnel sont incalculables. Cette vidéo est faite pour vous apporter des informations essentielles et vous permettre d'agir. Mais avant de commencer, je dois vous dire une chose qui va vous étonner, peut-être même vous choquer. L'Éducation nationale supprime des postes de professeurs, c'est vrai. Les syndicats enseignants descendent dans la rue, c'est vrai. Ils affirment que l'Éducation nationale manque de moyens. Mais quand on regarde les chiffres officiels, on s'aperçoit que jamais, historiquement, l'Éducation nationale n'a eu autant de moyens à sa disposition. La vérité, ce qu'on peut lire dans les rapports budgétaires produits par l'INSEE, la Cour des comptes et l'Éducation nationale elle-même, c'est que les dépenses d'éducation ont augmenté de 60 milliards d'euros depuis 1980, en euros constants, alors que l'on a 600 000 élèves en moins. Les dépenses ont continué d'augmenter de plusieurs milliards d'euros chaque année, y compris en 2010 et en 2011. Si les écoles se portent si mal aujourd'hui, c'est avant tout une question de programme, de méthode d'enseignement imposée. Et il faut bien que quelqu'un ose le dire, d'innovation pédagogique sans queue ni tête. Mais revenons-en d'abord à la question du manque de moyens. Beaucoup de professeurs sur le terrain essaient de faire leur travail. Mais les dirigeants des syndicats ont conduit le système scolaire sur une mauvaise piste. On pourrait même dire une impasse. En axant leurs revendications sur la question des moyens financiers bien entendu, ils ont fini par oublier de se préoccuper des besoins des enfants en termes d'éducation. Ils ont fait beaucoup de tort à l'éducation nationale et aux professeurs depuis 40 ans. Et les premières victimes, évidemment, ce sont les enfants. Car voici ce qui a été fait, sous la pression des syndicats. À force de grèves, de manifestations, de pressions diverses, ils ont obtenu des augmentations budgétaires continues pour l'éducation nationale. Mais alors que cet argent aurait pu être utile, voici ce qu'il est devenu. La plupart des parents et des professeurs qui font leur travail sur le terrain imaginent que les hausses du budget de l'éducation nationale bénéficient à l'enseignement, qu'elles servent à améliorer ce qui se passe dans les salles de classe. Mais alors que l'on supprime des professeurs et que vous constatez vous-même que vos enfants sont dans des classes surchargées, voici le chiffre que vous trouverez page 26 de l'état de l'école. Ce chiffre indique de façon incontestable que l'éducation nationale emploie maintenant 126 915 fonctionnaires non enseignants. 126 915 personnels non enseignants, c'est sans tenir compte des personnels techniques qui entretiennent les bâtiments et qui sont employés par les collectivités locales. Cela ne tient pas non plus compte des 68 949 assistants d'éducation, ce qu'on appelait autrefois les pions, et qui sont affectés à la surveillance des élèves. Non. Je parle bien uniquement des administratifs de l'éducation nationale, ceux qui sont dans des bureaux et qui ne voient jamais les élèves. Pour vous représenter leur nombre, il faut que vous imaginiez la tour Montparnasse. La tour Montparnasse est le plus grand gratte-ciel de Paris. C'est une tour immense, qui est pratiquement aussi haute que la tour Eiffel. Elle contient 12 500 places de bureaux. Eh bien, si l'on voulait y loger les seuls administratifs de l'éducation nationale, il faudrait que la hauteur de la tour Montparnasse soit multipliée par 10. Eh oui, tout simplement, par 10. Tous ces administratifs sont-ils indispensables pour que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à calculer? Le niveau scolaire serait-il forcément mis en péril si le ministère en supprimait, disons, la moitié, ou les 3/4? Pour les syndicats enseignants, ce n'est pas la question. Car comme vous vous en doutez, leur seul problème est le maintien des effectifs coûte que coûte. Pour eux, c'est la priorité. Mais il y a encore pire. Comme vous pouvez le lire également en page 27 du rapport, l'Éducation nationale emploie 852 907 professeurs. C'est évidemment une masse énorme, qui permettrait de remplir 11 fois le Stade de France. Face à eux, il y a actuellement 12 millions d'élèves dans le primaire et le secondaire, public et privé. Avec 852 907 professeurs pour 12 millions d'élèves, nos enfants devraient donc en toute justice bénéficier d'un ratio de 1 professeur pour 14 élèves. Mais ce n'est certainement pas ce que vous observez si vous avez des enfants à l'école. Et pourtant, c'est la réalité incontestable des statistiques qui paraissent année après année et qu'aucun expert sérieux ne peut contester. Alors, comment s'explique la différence? La différence s'explique par la gestion catastrophique des effectifs, des emplois du temps, des options, et surtout par les milliers de professeurs qui bénéficient de décharges pour faire du syndicalisme au lieu de faire cours. Nous arrivons donc au cœur du sujet.
Pour faire face à la crise la plus grave depuis 1929 et au déficit chronique qui menace de nous conduire à la faillite, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il allait supprimer cette année 16 000 postes d'enseignants et 16 000 autres l'année prochaine. Les syndicats vous expliquent que c'est la raison pour laquelle l'Éducation nationale ne parvient plus à instruire les enfants. Et cela leur fait un prétexte bien pratique pour descendre une nouvelle fois dans la rue et bloquer les écoles. Mais en réalité, cette baisse du nombre de professeurs implique qu'au lieu d'avoir un professeur pour 14 élèves, on n'aura plus qu'un professeur pour 14,3 élèves en 2012, puis qu'un professeur pour 14,6 élèves en 2013. Autrement dit, pour passer ne serait-ce que de 14 à 16 élèves par professeur, à ce rythme-là, il faudra attendre 2018. Cette évolution risque-t-elle de changer quoi que ce soit aux conditions d'enseignement en France? Évidemment non. L'argument du manque de profs pour justifier les grèves et la baisse du niveau est un alibi, inventé par les syndicats d'enseignants pour dissimuler qu'ils n'ont plus aucune idée pour l'école. Ils n'ont pas arrêté de promouvoir des expérimentations dans tous les sens, prenant nos enfants pour des cobayes et les professeurs pour des girouettes manipulables au gré de leurs innovations. Mais l'école n'est pas un grand laboratoire où l'on peut investir des milliards chaque année pour des résultats toujours plus catastrophiques sans en payer des conséquences. Une donnée extrêmement importante est toujours oubliée. Les rapports budgétaires le disent, tout compris. Les dépenses d'éducation représentent 132 milliards d'euros. Le budget de l'État est lui de 283 milliards d'euros. Voilà ce que l'on consacre réellement pour instruire nos enfants. Il faut 2 ans aux différents services de l'administration pour établir ce chiffre. Quand il est publié, il est déjà dépassé. Voilà pourquoi personne n'en parle. Mais revenons sur les résultats réels de l'éducation nationale. Beaucoup de parents pensent que même si tout n'est pas rose, les écoles françaises fonctionnent tout de même correctement par rapport à d'autres pays. Le fait est que cela était vrai jusqu'au début des années 90. Par contre, depuis 1995 environ, c'est-à-dire depuis 16 ans, nos écoles connaissent une régression rapide et extrêmement inquiétante. Je ne parle pas uniquement des écoles des quartiers défavorisés, non. Je parle réellement de l'ensemble des écoles de notre pays, y compris dans les campagnes et dans les villes réputées sans problème. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, voici les faits et chiffres que vous devez connaître sur les résultats de l'éducation nationale. 30% des élèves qui sortent de nos écoles après 18 ans de scolarité en moyenne sont désormais des lecteurs mauvais ou médiocres selon les tests réalisés lors de la journée d'appel de préparation à la défense. Cela veut dire que durant toutes ces années, l'éducation nationale n'a même pas réussi à leur apprendre à lire. Cela représente chaque année 240 000 jeunes qui arrivent à l'âge adulte et qui sont à peine capables de déchiffrer les panneaux de circulation. Lire un avertissement sur l'autoroute, une notice de médicaments ou le mode d'emploi d'une tronçonneuse est plus qu'une épreuve pour eux. Le classement Shanghai 2011 des 500 meilleures universités mondiales n'a trouvé qu'une seule université française digne de figurer parmi les 40 premières. Il s'agit de Paris Sud 11, à la 40e place. Toutes les autres sont américaines, anglaises, canadiennes, japonaises ou même suisses. Chaque année depuis 15 ans, les correcteurs du bac reçoivent des consignes pour relever les notes des candidats. C'est le seul moyen qu'ait trouvé l'éducation nationale pour maintenir le taux de réussite au bac, qui n'a plus aucune valeur sur le marché du travail. Lorsque vous donnez une dictée du certificat d'études de 1975 à des bacheliers d'aujourd'hui, 50% d'entre eux obtiennent 0 ou une note négative, selon une expérience menée récemment par un groupe de professeurs de lettres qui cherche à réveiller la population sur l'effondrement du niveau des nouvelles générations. Les mathématiques, qui étaient jadis le point fort de notre pays, connaissent une crise sans précédent. On s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des jeunes Français ne savent plus faire une simple multiplication à un chiffre. Quant à la recherche de haut niveau, elle est en pleine déconfiture. Un rapport de l'OCDE de 2005 signale que la France connaît même la baisse la plus forte pour les doctorats en sciences et ingénierie du monde entier. Alors qu'il y a le feu au bâtiment, rien de sérieux n'est envisagé actuellement pour revenir aux fondamentaux dans les écoles. Et pourtant, ce serait possible, si seulement les citoyens français décidaient enfin de se manifester tous ensemble, solidairement, auprès des autorités du pays. Regardons les choses en face, nous sommes près de 20 millions de parents, et des centaines de milliers de professeurs de bon sens. Nous souffrons tous de cette situation. Depuis des années, nous voyons que nos enfants, pour beaucoup, sont victimes du système scolaire. Face à nous, les quelques dizaines de milliers de militants professionnels des syndicats enseignants qui bloquent la situation ne pèsent finalement presque rien. Ils ne pèsent rien sur le plan électoral, et ils n'ont au fond aucune légitimité. Bien sûr, ils ont la capacité de bloquer le pays pendant 1 ou 2 jours. Ils sont très organisés. Ils ont des relais partout dans la haute administration et au Parlement. La presse, bien souvent, leur est favorable. Mais si vous et moi
et des millions de parents, et des millions de grands-parents, et des centaines de milliers de professeurs décidons enfin de nous lever tous ensemble aujourd'hui, nos dirigeants seront obligés de nous écouter. C'est pourquoi je vous demande de signer la grande pétition nationale de SOS Éducation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Il s'agit d'une initiative totalement indépendante et apolitique. En apposant votre signature, vous envoyez aux autorités politiques un signal fort pour que l'école redevienne un lieu où les professeurs enseignent, où les enfants apprennent, et où finalement la nation tout entière, présente et future, se remette à progresser. Avec votre signature à notre pétition, les représentants de SOS Éducation pourront rencontrer les dirigeants de l'éducation nationale et obtenir, grâce à votre soutien et à des centaines de milliers de soutiens comme le vôtre, qu'ils arrêtent d'obéir aux syndicats et qu'ils placent enfin l'intérêt des élèves avant toute autre priorité. Nous pouvons obtenir que nos enfants recommencent à apprendre à lire, à écrire, à compter et à calculer, avec des méthodes rigoureuses et éprouvées, qu'on arrête les expériences pédagogiques catastrophiques. Nous pouvons obtenir la fin du collège unique. Nous pouvons restaurer pour nos enfants un vrai baccalauréat, sans tromperie sur le niveau, et un enseignement professionnel de qualité. Car vraiment, nous sommes des millions en France à partager la même inquiétude pour l'avenir de nos enfants. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de nous regrouper tous ensemble. Après tout, si les choses se sont tant dégradées depuis 30 ans, c'est aussi parce que nous avons laissé faire. Nous avons laissé s'exprimer à notre place une petite minorité, qui ne voit dans le système scolaire qu'une éponge qu'il faut presser pour en obtenir toujours plus d'avantages. Ils ont agi avec d'autant moins de scrupules que ce n'est pas eux qui auront un problème si vos enfants et les miens sont au chômage. Mais nous pouvons en finir si nous nous mobilisons tous ensemble. Avec des méthodes de bon sens, avec plus de rigueur, avec une gestion tournée vers l'intérêt des élèves, les résultats de l'éducation nationale pourraient se redresser. Mais cela n'est possible que si des millions de parents, grands-parents, professeurs s'expriment enfin d'une seule voix pour le demander. Alors s'il vous plaît, ne manquez pas cette occasion unique. Participez aujourd'hui à notre mouvement en signant la pétition ci-dessous et en transférant cette vidéo à tout votre carnet d'adresses. Votre pétition sera remise par SOS Éducation au ministre de l'Éducation, avec copie au Premier ministre François Fillon, au président Nicolas Sarkozy et au Parlement. Le nombre de signatures sera également transmis aux médias. Au nom de tous les enfants qui se trouvent dans les écoles et qui sont les grands oubliés de la politique éducative depuis des années, je vous dis merci.